Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous. La suite des podcasts bilan de fin de saison avec les patrons d'équipe et les patrons d'équipe, ils sont là avec nous. Pour la Groupama FDJ, forcément, on accueille Monsieur Marc Madiot. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour faire le bilan de cette saison 2023 qui a été riche quand même à la Groupama FDJ. Déjà, on est quelques jours après ce Tour de Lombardie. Est-ce que vous êtes un peu redescendu de votre nuage et avec cet hommage qui a été rendu à Thibaut Pinot? On n'était pas spécialement sur un nuage, hein. C'était un peu différent de ce qu'on a connu ou vécu pendant le Tour de France. Là, on était plus dans quelque chose de calme, de serein, de tranquille, même s'il y avait beaucoup de ferveur avec les supporters, mais au sein de l'équipe, on était heureux d'être ensemble et de partager ce moment, mais il n'y avait pas non plus d'euphorie. Il n'y a pas d'euphorie, quoi. C'était bien, voilà. Vous avez apprécié, vous avez tenté d'apprécier ce moment, d'en profiter au maximum. Il y avait eu l'émotion quand même sur le Tour de France avec cet hommage qui avait été rendu dans le virage Pinot. Et là, encore une fois, ce virage Pinot, la courbe à Pinot en Italie, c'était un peu la fin de l'histoire. Ça marquait la fin de l'histoire. Ah oui, c'était la dernière course, c'était le dernier dossard, donc c'était un moment, c'était un bon et beau moment entre nous, voilà. Ça fait du bien de pouvoir se retrouver comme ça dans des moments qui marquent quand même une carrière, j'imagine. Le Tour de Lombardie, c'était la conclusion d'une saison intéressante quand même pour la Groupama FDJ. Quel est votre sentiment général sur cette saison 2023? Écoutez, on va déjà commencer par les chiffres, hein. On a 19 victoires, on a le titre de champion de France entre autres déjà, ce qui est quand même quelque chose d'important. On a porté les maillots de leader sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne. On a 29 places de deuxième, dont 10 en World Tour. On est la 7e équipe mondiale. On a 10 coureurs différents qui se sont imposés au moins une fois. Donc, les statistiques sont plutôt bonnes. C'est notre meilleur classement mondial en termes d'équipe depuis que l'équipe existe. Donc, ça montre qu'on a été très régulier et à un haut niveau en permanence toute la saison. Vous en avez parlé, 10 vainqueurs différents sur les 19 victoires. Est-ce qu'elle n'est pas là la plus belle satisfaction ? Ce qui compte, c'est de gagner, hein. Il y aurait eu 2 ou 3 vainqueurs de moins et 5-6 victoires de plus, je vous aurais à peu près 5-6 victoires de plus. Oui, forcément. C'est les aléas des statistiques qu'on peut tirer en fin de saison, même si c'est une belle satisfaction d'avoir 10 coureurs qui ont pu remporter une épreuve. Mais ça prouve quand même la richesse de votre effectif aujourd'hui. Je pense qu'on a un effectif qui tient debout, qui tient la route, qui est performant, qui est capable de s'exprimer sur beaucoup de terrains. Et il y a une belle continuité, une belle stabilité au sein de la Groupama FDJ. Ouais, on en parlera avec notamment cette nouvelle génération que vous avez fait monter de la Conti et qui pousse un peu, qui crée une sorte d'émulation dans cette équipe Groupama FDJ. On parle de cette nouvelle génération, mais ça marque aussi la fin d'une génération. On a la retraite de Thibaut Pinot, on a le départ d'Arnaud Démare. C'est le sens de l'histoire avec les jeunes qui poussent, ce départ d'une génération qui a été portée par Thibaut Pinot, par Arnaud Démare. C'est la vie qui coule et qui s'écoule et qui va de plus en plus vite. Et ça fait quel effet? Il n'y a pas d'effet, on constate. Et on s'étonne qu'ils vont de plus en plus vite. Oui, mais c'est vrai, ils arrivent de plus en plus jeunes. Mais c'est une génération, Thibaut Pinot, Arnaud Démare, c'est une génération qui a un peu marqué le renouveau de la FDJ, qui l'a affirmé au niveau World Tour avec des grosses victoires depuis bien 10 ans maintenant. C'est une génération qui a marqué l'histoire de votre équipe quand même. Bien évidemment, mais comme l'avait marqué aussi celle des Cazard, Fedrigo et d'autres, et McGee notamment dans la période précédente. Hein. Donc, mais tout cela montre que le temps défile très vite. Je vais m'attarder vite fait sur Arnaud Démare si vous le permettez. Pour Arnaud Démare, il y a un regret que l'histoire se termine comme ça. Écoutez, il y a toujours des regrets sur des situations qu'on rencontre, mais après, il y a des arbitrages, des choix, aussi bien de notre côté que du sien, et moi je respecte tout ça. Moi je garde souvenirs et de bons souvenirs de la période qu'on a connue ensemble, hein.
C'est vrai qu'il y a eu cette période. Alors là aussi, on peut y associer un autre coureur qui s'appelle quand même Nasser Bouhanni, qui a marqué l'histoire de votre équipe. C'est toute une génération quand même qui a marqué l'histoire de la FDJ à l'époque, FDJ.fr, FDJ, Groupama FDJ aujourd'hui. Ah oui, complètement, oui, effectivement. Mais ça a été une belle et grande période. Mais avec 93 victoires, on peut parler de légende pour Arnaud Démare. 93 victoires chez vous. Il en a gagné 2 depuis avec Arkea Samsic. Bientôt la barre des 100 victoires pour lui en carrière. Mais 93 victoires chez vous, c'est le coureur le plus prolifique. On peut parler de légende. Ça, c'est vous qui utilisez ces mots-là. Ça restera comme un coureur marquant et important de la vie de l'équipe, bien évidemment. Vous savez, je crois qu'on reconnaîtra sa vraie valeur à Arnaud Démare le jour où il arrêtera et quand on regardera d'un peu plus près au palmarès. Vainqueur de monuments, on le rappelle. Quand même. Et puis toutes les courses qu'il a pu gagner, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a pour Arnaud Démare, c'est quand même 93 victoires chez vous. Je le rappelle, des victoires en World Tour, des victoires sur les 3 grands tours, sur les grands tours, des victoires sur les monuments. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien quand même ce qu'il a fait. C'est pas rien du tout. Non, c'est un point important de la vie et de l'histoire de l'équipe. Ça, c'est clair. Juste pour terminer avec lui, si vous deviez, de manière plus générale, on va prendre un pas de côté, si vous deviez classer Arnaud Démare parmi, on va dire, la hiérarchie des sprinteurs français, un petit peu, peut-être même dans l'histoire des sprinteurs français, est-ce qu'on est là dans le gratin de ce qui s'est fait? Bon, on est là déjà par le nombre de victoires, on y est, mais il est largement dans le gratin des meilleurs sprinteurs français depuis toujours. Alors il y a Darrigat qui a peut-être fait un peu mieux. Mais il n'y en a pas beaucoup plus. Et quand on voit l'hésitation que vous y mettez, c'est qu'on réfléchit pour voir qui on peut mettre devant lui aussi dans cette hiérarchie, et c'est dire un peu ce qu'il a pu faire. Bon, Marc Madiot, merci beaucoup encore d'être avec nous. C'est vrai que durant cette saison 2023, on avait l'impression qu'il y avait 3 générations dans cette équipe-là. La génération Pinot Démare, la génération Gaudu Madouas, et puis cette génération Grégoire Martinez, on va dire, pour ne citer que 2 coureurs, qui étaient dans cette équipe-là. Est-ce que c'est difficile de faire cohabiter 3 générations comme celle-là? Non, ça s'est bien passé. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? L'avantage numéro 1, c'est qu'ils sont pas tous au même niveau d'évolution de leur carrière. Comme on vient d'évoquer, il y avait 3 générations différentes. Ils n'ont pas forcément les mêmes qualités. Non, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Franchement. Avec peut-être des jeunes qui poussaient, qui ont de l'ambition. Ouais, alors c'est vrai que il y a ce plan de carrière. Oui, c'est normal. Les gars qui sont là ont envie de garder leur place et de progresser. Donc non, il n'y a pas eu. On n'a eu aucune difficulté avec cette situation. Avant de rentrer dans le détail un peu de votre saison 2023, comme on fait dans tous les podcasts bilan de cette saison, c'est l'heure de la carte blanche. Alors je vous explique, vous avez le temps de parler de ce que vous voulez, de ce qui vous a plu ou non dans cette saison 2023, de manière plus générale, pas seulement à la Groupama FDJ, et vous êtes libre là maintenant de parler de ce que vous voulez, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, c'est à vous. Je vous laisse carte blanche. Oula, vous me prenez de court. Ben c'est le but aussi, c'est ce qui vient sur le cœur. Rien de spécial. Il n'y a pas quelque chose qui vous a plu, qui vous a marqué dans cette saison de 2023, qui vous a plu quand même dans ce cyclisme? Non, pas spécialement. Non, moi j'ai pris plaisir à suivre les courses, toutes les courses et voilà. Non, j'ai pas de. On a l'impression qu'on a un cyclisme en 2023, je sais pas ce que vous en pensez. On parle beaucoup des 5-6 fantastiques qui cannibalisent un peu toutes les victoires lors des grosses courses. On a à peu près les mêmes équipes qui gagnent les grosses courses aussi, mais ces fantastiques-là, ils nous donnent du spectacle aujourd'hui en 2023 qu'on n'avait pas vu aussi les saisons d'avant. Est-ce que ça c'est plaisant quand on est observateur du cyclisme? Après, ce qui a surtout changé la donne, alors vous parlez de 5 ou 6 fantastiques peut-être, mais c'est surtout le fait qu'il y a 4 ou 5 équipes qui sont des mastodontes. Donc à partir du moment où il y a des équipes mastodontes, ça facilite la vie à vos 5 ou 6 fantastiques. Et là on parle de budget notamment? Enfin, la répartition des forces dans le peloton n'est plus équilibrée comme elle a pu l'être par le passé. Donc c'est ce qui fait aussi que ça simplifie la vie à ces coureurs majeurs. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réguler pour le futur? C'est quand même mieux quand il y a plus de monde qui peut gagner que quand il y en a moins. Regardez la Formule 1 en ce moment. Moi, je suis un passionné. J'étais un passionné, plus exactement.
Aujourd'hui, à peine si je regarde le départ des Grands Prix et je regarde le classement, mais quand on sait que tout va se jouer entre une ou deux voitures et que les autres vont faire de la figuration, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Donc le vélo, c'est un peu la même chose. Quand ça tourne autour de 2-3 équipes en permanence qui focalisent la course et qui la verrouillent et qui la cadenassent et qui la font évoluer à leur rythme et à leur volonté, il y a forcément des moments où ça peut devenir un peu usant et fatigant. Donc moi, je prône plutôt un cyclisme un peu plus nivelé au niveau des moyens et des équipes en compétition, ce qui donnerait peut-être des courses un peu plus indécises. Allez, on va rentrer dans le détail, Marc, de cette saison de 2023. Bon, parmi les confirmations de la saison, il y a quand même vos classic men. Vous avez parlé de Valentin Madouas, champion de France. Il y a aussi Stephen Kung. Pour Valentin, c'est quand même... si on regarde un peu dans les chiffres, c'est la meilleure saison de sa carrière. Champion de France, vainqueur à Plouay, 2e au Stradé, 5e à Liège. C'est quoi le prochain step, le prochain objectif? C'est aller chercher un monument? C'est un peu ça maintenant qu'il doit viser? Oh, il doit pas viser un monument plus qu'autre chose. Il doit continuer à avoir envie de gagner des courses et gagner des courses. Voilà, moi c'est là-dessus que je l'attends. Et quand on est coureur, qu'on a un dossard dans le dos, le but du jeu c'est de gagner des courses. Grande, petite, moyenne, ce que vous voulez, c'est gagner. Est-ce que c'est un coureur qui, ça doit être même un coureur qui correspond 100%, 110%, 150% à l'ADN Groupama FDJ, capable de jouer sa propre carte lors des grandes courses quand il est leader, capable aussi de se mettre à la planche pour ses copains, on pense notamment au Tour de France, on l'a vu souvent aider David Gaudu notamment. C'est un coureur qui doit vous plaire quand même. Mais vous savez, tous mes coureurs me plaisent. Forcément. Sinon ils seraient pas dans l'équipe. Mais il y a ce profil de coureur quand même chez Valentin Madouas qui est un dur au mal. Ça, vous devez vous y reconnaître un peu dans ce coureur-là. Oh non, mais moi j'ai de l'affection et je me retrouve dans beaucoup de mes, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je me retrouve dans tous mes coureurs. Chacun apporte avec ses moyens sa pierre à l'édifice, que ce soit un équipier ou un leader. Donc moi j'aime bien la façon dont Valentin réagit, notamment par exemple sur un Grand Prix de Plouay. Pour nous c'est du pain béni, le championnat de France également. Après il a encore des progrès à faire, notamment dans le chrono, pour pouvoir jouer un rôle plus déterminant dans les classements généraux des grandes courses. Mais c'est un coureur attachant. Donc on a l'impression qu'il ne sera pas seulement cantonné à des classiques, si je comprends bien. Il est cantonné en fonction de sa condition physique du moment, aller chercher le meilleur résultat possible sur les courses, quelles qu'elles soient. Il a terminé 10e du Tour de France, 13e du Tour d'Italie. Il a fait ce qu'on vient d'évoquer, des grosses performances sur des courses d'une journée. Donc c'est un coureur qui devient de plus en plus complet. Parlons de Stephen Kung. Déjà, comment va-t-il? On se rappelle que sa saison s'est terminée sur une chute impressionnante au chrono des Europes. Comment il va aujourd'hui? Il va bien, mais il est quand même encore en convalescence par rapport à la chute qu'il a eue, qui a été quand même assez conséquente. J'espère qu'il va retrouver la plénitude de ses moyens au moment de la reprise de l'entraînement. Il l'a pas encore repris? Il est encore en convalescence, ça vous dites, hein? Récupération, puis il a quand même aussi un peu droit aux vacances. Ça, les vacances, c'est normal. Ça, je vous l'accorde. Mais déjà, au niveau de la santé, au niveau du trauma crânien, au niveau de ce qui s'était passé, la chute, l'image impressionnante où il termine le chrono en sang, où il termine quand même le chrono malgré la chute. Ça, c'est déjà la santé. On veut savoir si ça va et si ça va bien. Pour le moment, ça va, mais on remettra tout ça à plat au moment de la reprise. Pour l'heure, il est en récupération et un peu de vacances, et on verra derrière comment ça s'oriente. On demandera à Antoine Dupont comment il fait pour récupérer aussi vite, pour avoir des conseils pour Stephen Kung. Bon, on parle quand même là d'un des meilleurs rouleurs au monde, d'un des meilleurs Flandriens au monde. Il termine en embuscade sur les monuments, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Il est juste là, 5-6e. Comment on fait maintenant pour aller chercher le gratin, un podium sur un monument avec un Stephen Kung sur un Tour des Flandres, sur un Paris-Roubaix? Comment on fait là? Il l'a déjà fait, le podium sur Roubaix. En 2024. Voilà. En 2024, on va continuer à faire ce qu'on fait. Et on va continuer dans cette direction. On va essayer de peaufiner les détails et de s'améliorer encore et encore au sein de l'équipe, au niveau du collectif et à titre individuel également. Ce qui nous rapprochera peut-être, on le souhaite et on l'espère, de la victoire sur un grand monument.
On va avoir un Stephen King qui va être aussi orienté peut-être sur le chrono avec les Jeux Olympiques, qui va avoir un peu la tête aux Jeux Olympiques, qui va mener de front un peu la campagne de Flandrine qui va arriver au printemps, et puis après peut-être basculer sur la préparation du chrono des JO. On n'a pas encore les parcours des grandes épreuves. On va d'abord aller dans le hand, on va attendre le parcours du Tour, s'il y a beaucoup de chronos, pas beaucoup de chronos. Giro également, et puis on construira la saison à partir de tout ça. Ouais, et pour Stephen King, on revient toujours à ses fantastiques, il cannibalise beaucoup. Alors il avait réussi à accrocher quand même un podium sur un monument pavé, mais quand tout le monde est au départ, voilà, c'est quand même difficile de tirer son épingle du jeu. La tactique, c'est quoi ? C'est tenter d'accrocher les roues le plus loin possible, ou parfois d'anticiper. On avait vu quand chaque course a ses particularités du jour, donc même lorsqu'ils sont tous au départ, les fantastiques, oui, mais entre guillemets fantastiques. On n'a pas forcément la même météo tous les jours, et ils sont pas forcément tous à leur meilleur niveau. Donc faut les plans de course et les approches des courses se font la veille ou le jour de la course. Se projeter trop longtemps à l'avance n'a pas beaucoup d'intérêt. Forcément. Bon, on va passer au côté un peu surprise. Bon, vous allez me comprendre, vous allez voir. Côté surprise, moi j'ai mis dans la case surprise Thibaut Pinot. Alors pourquoi ? Parce que c'est sa meilleure saison depuis 2018, et forcément on se disait fin de carrière en 2023, il va terminer tranquillement, mais sauf qu'en fait Thibaut Pinot il a tout pété, il a tout explosé, il fait sa meilleure saison depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en fait cette année ? Il a fait une saison en sachant que c'était la dernière, et donc il l'a bien appréhendé. Il était détendu, et il s'est laissé porter par la vague de l'enchaînement des courses, et il a pris du plaisir à chaque fois, et ça l'a amené à des très bons et très beaux résultats. C'est même un peu frustrant de se dire, de montrer ce qu'il nous a montré là en 2023, et de se dire il arrête maintenant. Il arrête maintenant, il en a encore sous la pédale. Oh non, on n'est pas du tout là-dedans. Il a fait une très belle saison parce qu'il savait que c'était sa dernière. Et puis il y a une chose qui est évidente et certaine. Moi j'ai quand même été coureur quelques années. J'ai un vécu d'ancien coureur et quelques années aussi d'expérience en tant que patron d'équipe. Il y a une chose qui est sûre, il ne faut pas aller à l'encontre des désirs que l'on a émis à un moment donné, et notamment par rapport à une fin de carrière. Quand on a décidé qu'on arrêtait dans la tête, le compte à rebours est lancé, et il a bien vécu son compte à rebours. Il a parfaitement géré sa dernière saison, et essayé d'évoquer ou de contourner ou d'appréhender, pourquoi pas une dernière saison de plus parce qu'on a été bon, ce serait une grave erreur. Et c'est le meilleur moyen, de faire la saison de trop, en fait, c'est un peu ça de ce que vous dites, mais en fait... Une fois qu'on a décidé, en général, moi je n'ai jamais été voir un coureur pour lui dire mais tu devrais faire un an de plus. Ça ne m'est jamais arrivé, et ça ne m'arrivera jamais. C'est plutôt l'inverse qui peut se produire, et j'ai déjà fait par le passé, c'est d'aller voir un coureur qui est dans l'hésitation et lui dire il est l'heure. Mais de dire à un coureur tu devrais faire un an de plus, jamais. Et je ne le ferai jamais. Et ça l'a permis de courir libéré dans cette année 2023. En fait, ça l'a complètement libéré de toute pression. Il était libéré de lui-même. Il n'avait pas de pression particulière plus que ça les années précédentes, mais il s'est libéré de lui-même, des limites ou des objectifs qu'il se fixait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui depuis l'annonce de sa retraite, depuis le virage Pinot au Tour de France, depuis le Tour de Lombardie, beaucoup de choses, pratiquement tout a été dit sur lui. Mais il y a quand même pour moi un point qui a été marquant, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que moi pour la première fois j'ai vu vraiment du supporterisme, mais du supporterisme à la sauce football un peu, pour un coureur. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans du supporterisme comme ça ? C'est quand même le plus marquant. Parce que Pinot est un coureur authentique. Voilà. Il a récolté sur sa dernière année ce qu'il a véhiculé pendant toute sa carrière. C'est-à-dire authentique. Il ne cache pas ses émotions. Volontairement ou involontairement, il les a mises en évidence. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un rapproché et un accrochage du public sur sa personne. Donc, il n'a pas triché, il n'a jamais triché. On a beaucoup de coureurs qui sont plus ou moins perçus comme des robots. On ne s'attache pas à un robot. On s'attache à un coureur qui va montrer sa barbe de 2 ou 3 jours, qui va montrer son visage
marqué, qui va se déhancher, qui va montrer, qui va volontairement ou involontairement sa souffrance, qui va exposer volontairement ou involontairement ses difficultés. Donc à partir de là, il y a un lien et un intérêt qui se crée autour de ce type de coureur-là. Et Pinot, c'est ça. Ouais, c'est un coureur qui a fédéré tout un public derrière lui. Et est-ce que finalement aussi on reconnaît pas les supporters aussi un peu dans l'échec et forcément quand on parle de Thibaut Pinot, on parle de ses victoires, mais on parle aussi de la grande déception de 2019 qui marque tout le monde, parce qu'en fait on était tous devant la télé pratiquement ce jour-là, tous les fans de vélo étaient devant la télé. On voit Thibaut partir en pleurs. Moi le premier, je l'avoue sans problème, j'ai aussi chialé devant l'écran. Je pense que vous aussi vous avez dû verser votre larme ce jour en 2019 où il abandonne. Non. C'est aussi ça. Non. Non, j'ai pas versé de larmes en 2019. Lors du dernier Tour de France, mais pas en 2019. C'était beaucoup plus de la stupéfaction en 2019. C'était autre chose. Non. C'était pas l'émotion de. Non. En 2019, c'était son destin. Mais c'était un marquant, c'était un tournant quand même dans la manière de voir le coureur aussi, parce qu'on reconnaît aussi les supporters dans la défaite. Et ce jour-là, en fait, il a aussi gagné l'amour du public, alors qu'une semaine avant, il gagnait l'amour du public aussi en gagnant au Tourmalet. Non, moi je pense que le vrai tournant pour lui, c'est plus le départ du Tour à Nice en 2020. Pourquoi ? Il chute. Et c'est le début de la dernière partie de sa carrière. C'est là où il a basculé dans un mode où je vais plus sacrifier autant de, je vais plus faire autant de sacrifices que autant, il travaillait autant. Sauf que le ressort a été cassé ou en partie brisé à Nice. On n'a plus retrouvé le Pinot de 2019 après coup. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Thibaut Pinot maintenant, bon voilà, ça y est, il est en retraite, il profite, il a mérité ce qui lui arrive aujourd'hui. Vous avez gardé contact avec lui aussi souvent qu'avant, ou vous allez le laisser un peu tranquille dans un premier temps et puis plus tard vous irez le revoir, vous reverrez tranquillement autour d'un café. On se voyait pour le boulot et sur les compétitions. Alors là, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus les compétitions, on se recroisera forcément à un moment ou à un autre, mais ça va. Le connaissant, ça va prendre un petit peu de temps. Il va partir en ermitage, en hibernage pour tout l'hiver là déjà. Alors, je pense que là, il va partir en vacances, des vacances qui sont bien méritées, et puis après, il va profiter de sa vie à la campagne, et puis je pense qu'à un petit moment ou à un autre, il aura envie de rebouger à nouveau. Donc c'est là qu'on le reverra. On va passer au côté surprise. Pourquoi surprise ? Parce qu'on va passer aussi un peu à cette génération dorée, cette jeune génération qui a été quand même de suite opérationnelle, et c'est pour ça qu'en fait c'est une surprise, un peu pour nous, peut-être pas pour vous, et je pense pas pour vous forcément. Les Grégoire, les Martinez, les Penwet qui sont déjà dans le top 100 mondial, on pense aux Petty, aux Aski, aux Watson qui ont aussi été au rendez-vous. Vous avez l'impression d'avoir de l'or entre vos mains là, aussi jeune, aussi performante tout de suite. On a vite compris qu'on avait des coureurs de talent et avec un potentiel certain. Après, il faut concrétiser sur le terrain, hein, mais oui, on a des bons coureurs. Et c'est une génération où on voit quand même Lenny Martinez, maillot rouge sur la Vuelta, vainqueur au Ventoux, 12e en Pologne et en Catalogne. À 20 ans, c'est pas bluffant ce qu'il nous montre quand même. C'est un pur grimpeur quoi, de la trempe des meilleurs grimpeurs. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays voisins, donc c'est pas bluffant. On se rapproche, on essaie de se rapprocher de ce qui se fait en Espagne, en Belgique ou ailleurs. Hein. Des jeunes coureurs de talent, il y en a plein qui arrivent et qui ont aussi performé. Hein. Evenepoel, déjà le premier nom. Oui. Donc voilà. Donc le Hüchtebroek ou aussi en Espagne, hein, c'est la même chose. Donc ouais. Les coureurs. On a Ayuso aussi qui est très jeune. Ouais, les coureurs sont de plus en plus performants et de plus en plus jeunes. C'était une barrière à casser peut-être d'investir sur des coureurs de plus en plus jeunes au top niveau. On était peut-être dans une mentalité il y a quelques années où on attendait que les coureurs aient 25-26 ans. Pas chez nous. Moi, en 1997, quand on a démarré, j'ai fait signer Nazon et Von Gondi, ils avaient 19 ans. Et c'était en 1997 et je me souviens qu'il y avait pas mal de monde qui s'était offusqué du fait qu'on fasse ça. Miser sur cette génération dorée, investir sur une Conti, vous avez monté la Conti Groupama FDJ,
Est-ce que de manière plus générale, sur une politique d'équipe, c'est une manière de recruter à moindre coût, Non. d'aller chercher les jeunes plus tôt et donc forcément de les avoir moins chers plus jeunes? Non, parce que chez nous, les coureurs sont en situation de négocier leur contrat à tout moment. Donc non, ça coûte pas moins cher. C'est-à-dire que négocier avec un Romain Grégoire, avec un Lenny Martinez, avec des coureurs de cet âge-là, ça a déjà un coût pour une équipe, ça a déjà un sacré coût. Ça a déjà un coût important et logique, hein. Pas arriver, on est dans un monde de concurrence, donc aujourd'hui les coureurs sont payés à leur juste valeur, hein. Du coup, ce sont des jeunes à aller chercher de plus en plus tôt, dès les juniors. Maintenant, faut aller prospecter dès les juniors, je dirais même dès les cadets. En fait, c'est aussi jeune que ça commence. Ah, ça commence de bonne heure, oui. Et vous, ça vous choque pas un peu d'aller chercher, enfin, pas vous personnellement, de devoir aller chercher des jeunes, mais que de manière plus générale, le cyclisme tend à aller chercher des gamins en fait de plus en plus jeunes? Non, c'est le cyclisme qui était en retard sur d'autres sports. On était en retard par rapport au foot. Rappelez-vous, dans les années 70-80, Laurent Rousset et d'autres qui sont arrivés dans le foot, ils avaient 16 ans, 17 ans. C'est vrai. Laurent Rousset, Laurent Paganelli qui avait commencé très tôt aussi à l'époque. Rousset, Paganelli et d'autres. Aujourd'hui, c'est courant de voir des joueurs de Mbappé, il est arrivé en première division très vite. Et très mature. Et voilà, donc c'est vrai en football. Et regardez en Formule 1, il y a des mecs qui étaient en F1, ils n'avaient pas encore leur permis de conduire. Bah, on pense au triple champion du monde, Max Verstappen, forcément, qui a commencé, qui n'avait pas le permis. Voilà. Il y en a eu d'autres. Hein. Pour parler aussi de cette Conti que vous avez montée, il y a eu la Conti qui a été montée donc en division continentale, mais pas forcément une équipe de DN proprement Groupama FDJ qui a été montée. Pourquoi, déjà, première question. Et deuxième question, est-ce qu'on arrive vers la fin d'un modèle, d'un système avec les DN amateurs? Bah, écoutez, nous, on est une équipe professionnelle, déjà, premier point. La Conti, nos coureurs ont le statut professionnel. Donc, il n'y avait pas d'intérêt à avoir une DN. Là où par exemple Monsieur Bernaudot avec Vendée avait vraiment une réserve, mais en DN aussi on avait Chambéry Cyclisme Formation qui avait son équipe avec AG2R, donc avec Chambéry. Pas de Conti. AG2R avec Chambéry, ils arrêtent l'ADN de Chambéry pour faire une Conti. Et c'est la fin du système DN? Oh, je suis pas sûr, non. Après, il y a aussi un problème de réservoir. Hein. Faut aussi être objectif et honnête. Il n'y a pas une multitude de coureurs. Hein. Aujourd'hui, c'est plus préférable d'investir sur des plus jeunes, de les faire passer professionnels en Conti à 18-19 ans, 19 ans, 20 ans, plutôt que d'investir sur une équipe... 19 ans, 18, 19 ans, 20 ans. Nous, en Conti, ils ont un statut professionnel, ils ont une couverture sociale, ils ont un bulletin de salaire. Ils sont déjà dans le moule et dans le développement professionnel. J'ai rien contre les... Ce qu'ils n'auraient pas en DN, en fait. Et, chez nous, ils sont pros. Hein. Le coureur qui est chez nous, à part s'il veut poursuivre des études, il est à 100% coureur cycliste. Et vous regardez un petit peu, vous, ce qui se passe au niveau amateur, je termine sur ça. Est-ce que vous pensez, vous, que ce système est en crise? Il y a peu de retour sur investissement en termes d'exposition. C'est le modèle du cyclisme aussi qui est bâti aussi sur la visibilité, et essentiellement sur la visibilité et non sur une rétribution par rapport à certaines, comment dire, on peut penser aux droits TV ou au foot, par exemple. C'est une économie globale, en fait. C'est un autre débat, là. Les DN, c'est compliqué, oui, je comprends et je conçois que ce soit compliqué, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Comme nous, pour les Conti, on n'a pas un retour sur investissement phénoménal non plus, faut pas rêver. Hein. Mais du coup, ça vous permet de promouvoir une génération entière, comme vous l'avez fait il y a 1 an, dans votre équipe. Ouais. À faire monter dans la World Tour. Hein. Pour parler des coureurs de manière plus précise, quand on pense à Martinez, à Grégoire, on pense aussi à Paul Pénouette. 2024, on va essayer de leur faire un peu plus de place sur les grosses courses. Déjà, il y avait toute une équipe qui était à la Vuelta cette saison. Les Martinez et des Grégoire vont prendre plus d'épaisseur en étant leader sur des courses. On peut peut-être penser à un Martinez sur un grand tour. Ils ont déjà été leaders. Vous aviez une équipe entière de jeunes sur la Vuelta qui était un peu la fin de leur première saison, oui, et qui marquait un tournant vers eux. 2024, on va accentuer cela? On va continuer dans cette direction-là, oui, c'est sûr. Paul Pénouette, c'est un successeur des Desmar, des Boani dans cette culture des sprinters à la Groupama FDJ. Il fait une belle fin de saison. Sur les classiques auxquels il participe. Moi, j'attends de lui qu'il concrétise encore plus et plus souvent l'année prochaine. Il n'y a pas beaucoup de déceptions finalement chez vous en 2023. On va terminer sur ça. Bon, on a parlé du départ d'Arnaud Desmar qui remporte quand même quelques succès. Mais bon, vous allez me voir venir. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est David Gaudu. Alors pourquoi je le mets plutôt dans la case des déceptions?
déception, mais c'est une déception à relativiser. Une déception, en fait, une saison en 2 temps avec des attentes très élevées après sa 2e place à Paris-Nice, entre Pogačar et Vingegaard. Il fait 4e au Pays Basque. Et puis, il fait 9e du Tour, loin des Cadors. Il abandonne à cause des allergies, notamment sur la campagne d'Ardennaise. Quel sentiment vous laisse la saison de David Gaudu? Il n'est pas si mauvaise que ça. Il a quand même été un des rares coureurs du peloton mondial à accrocher Vingegaard et Pogačar sur Paris-Nice. Après, il a eu des soucis de santé. L'approche du Tour a été compliquée. Le Tour, il n'a jamais sombré. Quand on finit 9e du Tour, on ne sombre pas. Et il fait 9e à la pédale. Il ne fait pas 9e en allant dans une échappée qui lui remet 5 minutes au compteur ou un peu plus. Donc, je pense qu'il va tirer beaucoup de profit de la saison qui vient de s'écouler parce que quand on est dans la facilité, c'est facile. C'est plus quand on est dans la difficulté ou quand on est un cran en dessous de ce qu'on peut attendre ou espérer qu'on travaille le plus et qu'on se façonne le plus pour la suite. Donc moi, ce qu'il a fait sur le Tour avec sa 9e place va forcément lui servir grandement pour les compétitions de l'année prochaine. Nous, pour être tout à fait honnête, nous dans Vélo Podcast, on faisait des podcasts tous les soirs de tour, tous les soirs d'étape. On a toujours défendu David Gaudu sur ce plan-là, parce que finalement, vous l'avez dit, il ne s'est jamais remis dans le jeu avec une échappée. Il a fait 9e à la pédale. Et finalement, après son Tour de France de l'année précédente, c'est ce qu'on attendait de David Gaudu, qu'il s'accroche à toutes les étapes, qu'il voit jusqu'où il peut aller. Alors cette saison, il y a la déception de cette 9e place après sa performance de 2022. Mais finalement, il a fait ce qu'il devait faire, en fait, David Gaudu. Il a fait ce qu'il devait faire en étant un ton en dessous de ce qu'il était, par exemple, à Paris-Nice. Mais c'est aussi dans la difficulté qu'on s'améliore, hein. Paradoxalement. Les temps faibles et les temps difficiles, il en a eu plusieurs sur ce Tour de France. Et là où il aurait pu sombrer et prendre 15 ou 20 minutes dans la vue, il n'a pas pris 15 ou 20 minutes. Il n'était pas été meilleur, mais il n'était pas trop loin derrière. Donc, ce qui fait que sur la régularité, il est venu dans le classement. Donc, c'est quand même un élément important et intéressant. Après, faut se servir de ça pour retrouver et remonter dans la hiérarchie. David Gaudu, est-ce que c'est un coureur qui a été perturbé par de l'extra-sportif cette année? Qu'est-ce que vous entendez par extra-sportif ? Extra-sportif, on peut penser avec ce qui était sorti en début de saison, les propos avec Arnaud Démare, et puis toute la vague de haine qu'il a subie aussi derrière sur les réseaux sociaux, où à la moindre contre-performance, David Gaudu était... on peut parler peut-être de harcèlement, de harcèlement. Hein. David Gaudu était peut-être harcelé aussi par de nombreux messages qu'il recevait. Ça atteint un coureur, ça atteint un homme, c'est peut-être difficile à gérer l'extra-sportif et derrière de remonter sur le vélo et de réenclencher la machine. C'est marqué, hein, évidemment, mais après, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. On ne va pas maîtriser ni empêcher les gens d'exprimer des déceptions ou des haines par rapport à telle ou telle personne sur les réseaux sociaux. On n'a pas cette capacité-là. Après, on a toujours la capacité de ne pas regarder, de ne pas lire. Après, il y a aussi, pour chacun d'entre nous, hein, qu'on soit coureur ou autre, la détermination et la volonté qu'on va mettre à travailler et à se reconstruire par rapport à ces moments difficiles. C'est plus là qu'il va falloir évoluer. Et pour David Gaudu, fin de saison, il a mis fin à sa saison il a enchaîné de manière les problèmes, hein. Faut être honnête, le pauvre. Ouais. Il n'a pas été verni. Il avait besoin de couper là dans cette fin de saison. Il a mis fin à sa saison début septembre, je crois. C'est-à-dire qu'il c'était trop court pour se remettre en situation d'être opérationnel. Il valait mieux couper, partir en vacances, couper de tout et faire un reset. En fait, objectivement, il n'y avait plus rien à gagner, hein. Est-ce que c'est une dérive à surveiller? Je termine juste sur ça aussi, sur la manière de gérer l'à côté. On a vu Thibaut Pinot, ce côté supporterisme, à le pousser, à le transcender. Et en fait, on avait l'impression d'avoir l'extrême inverse du côté de David Gaudu. Oui. C'était assez difficile à observer. Est-ce que pour vous c'est une dérive à surveiller? Elle n'est pas à surveiller, hein. Elle existe ou elle n'existe pas. Elle se met là ou elle se met pas là, hein. Faut vivre avec. Après, il faut essayer de faire en sorte qu'on soit dans la meilleure des situations possibles, mais surveiller, qu'est-ce que vous voulez, si les gens ont envie de vous dire qu'ils vous aiment pas, ils vont le dire et vous pourrez rien y faire, hein.
Est-ce que l'arrivée de la nouvelle génération peut créer une émulation, peut le pousser, peut le piquer un petit peu? Non, on est dans une équipe, on est là pour que l'équipe soit performante. J'en ai eu à aucun moment de problème de cohabitation de Pierre avec Paul. C'est pas un problème de cohabitation, c'est justement les performances des autres peuvent aussi le pousser vers le haut. Non, on est là pour gagner des courses et qu'il y ait une nouvelle génération ou pas, l'objectif c'est d'être le meilleur possible sur les courses du calendrier et la concurrence est suffisamment importante à l'extérieur pour ça. Donc non, on fait bloc, on fait équipe et en fonction des circonstances de course, l'un ou l'autre se retrouve en situation d'être leader. 2024, Groupama FDJ, ça passe... Comment on fait mieux? Comment on fait mieux en 2024? Ça passe par quoi? Par le travail. Le travail. L'entraînement, le travail, le sérieux, l'application, le collectif, le devoir. Et à partir de 20 victoires, vous aurez fait une meilleure saison? Oh, j'en sais rien, je suis pas encore dans la comptabilité. Non, on verra. Ce qui compte, c'est de gagner et d'être opérationnel avec l'ensemble de l'équipe. Et puis ça nous amènera à où. Merci beaucoup Marc Madio d'avoir été avec nous pour ce débrief de la saison 2023. C'est très complet, merci beaucoup d'avoir pris le temps et on espère tout le meilleur pour vous pour 2024. Eh ben c'est gentil, merci, au revoir. Et on se retrouve bientôt dans Vélo Podcast pour les bilans des équipes françaises avec les patrons d'équipe dans Vélo Podcast. Ciao.